Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 21 mars 2024, à la une de votre journal, l'ancien ministre de l'administration territoriale Payadoa Boukwesi est désormais membre de la Cour constitutionnelle. Le décret de sa nomination est rendu public ce 21 mars. On y revient. Puis le processus électoral des prochaines élections est en cours. Depuis vendredi dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a transmis les dossiers de candidature aux élections législatives et régionales à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. Nous y reviendrons. À l'international, l'opposant politique Chérubin Okinde, retrouvé sans vie à Kinshasa le 13 juillet de l'année dernière, a été inhumé qu'hier, soit 8 mois après sa disparition. Les résultats de l'enquête tant attendus ont finalement été dévoilés. Nous en parlerons dans un instant. En pleine confrontation avec le Hamas, Israël compte Washington comme son principal allié. En effet, 92% de son arsenal militaire provient des États-Unis, tandis que le président américain ne cesse de condamner les attaques sur Gaza. Nous en parlerons. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. La Cour constitutionnelle togolaise connaît désormais l'un de ses nouveaux membres. Il s'agit de l'ancien ministre de l'administration territoriale. Le décret de sa nomination a été rendu public ce 21 mars. Le récit de Kofi Kliki. L'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boukwesi, rejoint dorénavant la Cour constitutionnelle togolaise. Son décret de nomination est rendu public ce jeudi. Débarqué du ministère de l'administration territoriale en faveur de l'ancien préfet Awate Hodabalo, c'est 6 mois plus tard que l'homme revient aux affaires publiques en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Conformément à la loi organique sur la Cour, elle est composée de 9 membres. Récemment, la Cour constitutionnelle est réduite à 5 membres suite au décès de son président, puis à la nomination d'un autre membre, Mipamp Namtougli, au poste de ministre de la Justice. Entre-temps, la Cour était à 7 membres, faute du Sénat qui devait nommer 2 membres. Dans la Constitution togolaise, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du pays. C'est elle qui gère les contentieux électoraux, puis valide de façon définitive les résultats des élections. Depuis vendredi dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a transmis les dossiers de candidature aux élections législatives et régionales à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. Les détails de Bernard Kemi. Les Togolais se préparent à aller aux urnes le 20 avril prochain dans le cadre des élections législatives et régionales. Pour ce double scrutin, les dossiers des différentes listes de candidatures sont parvenus à la Cour constitutionnelle pour les législatives et à la Cour suprême pour les régionales. Au total, la CENI a enregistré pour les législatives 60 groupes indépendants, 19 partis politiques et 2 groupes de partis politiques. Concernant les régionales, l'organe de gestion des élections a recueilli les dossiers de 30 groupes indépendants, 13 partis politiques et 2 groupes de partis politiques. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, qui ont réceptionné ces dossiers transmis par la CENI, ont 25 jours pour examiner ces dossiers et rendre publiques les listes définitives. Par ailleurs, pour ces élections couplées, 14 271 bureaux de vote seront installés sur toute l'étendue du territoire national. Concernant le nombre d'électeurs, il sera limité à 250 par bureau de vote contre 500 auparavant afin d'éviter les queues interminables. Précisons également que la campagne électorale pour ces élections s'ouvre le 4 avril prochain pour finir le 18 du même mois. Le nombre de députés, quant à lui, est passé de 91 à 113. Le Burkina Faso intensifie ses liens économiques avec le Togo après avoir consolidé sa relation commerciale avec le Niger. Cette démarche vise à promouvoir une coopération mutuellement avantageuse, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques en Afrique de l'Ouest. Le constat de Félicité Chopla. En 2023, les exportations de Lomé vers le Burkina Faso se sont élevées à 21,6 milliards de francs CFA avec une part relative de 8,4%. En effet, le Togo s'est engagé à surmonter les obstacles sur le corridor dans le cadre de sa vision de devenir un hub logistique et de services.
Dans ce sens, des discussions en vue d'augmenter les échanges commerciaux se sont engagées entre le Togo et le Burkina Faso en mettant l'accent sur l'amélioration des transports Lomé-Ouagadougou. Cette initiative a pour but de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays, ouvrant ainsi la voie à une coopération économique plus étroite et à de nouvelles opportunités pour le Togo et le Burkina Faso. Cela représente une avancée significative dans le développement des relations commerciales en Afrique de l'Ouest, offrant de nouvelles opportunités économiques pour la région. Notons que selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le Burkina Faso occupait au 4e trimestre de 2023 la 2e place en tant que client du Togo. Ces nouveaux engagements emmènent le Burkina Faso vers la 1re place en tant que client. ONU-SIDA et quelques organisations ont récemment financé une étude qui portait sur les problèmes de stigmatisation et de discrimination que rencontrent les personnes portant le VIH-SIDA dans les centres de santé et leur implication à l'accès aux soins. Reportage de Bernardin Namissi et de Félicité Chapla. Suite à des actes de stigmatisation et de discrimination à l'égard des séropositifs signalés dans les établissements de soins de diverses manières, refus de soins, commérage, négligence, référence inutile vers d'autres établissements de soins, l'ONU-SIDA, Global Network of People Living with HIV et l'UCID ont récemment financé une étude sur le cas toujours en hausse. Cette étude a été menée dans 6 régions sanitaires du Togo, ciblant les personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec la maladie. Selon le rapport de l'ONU-SIDA, il en ressort ce qui suit. Au total, 1119 PV-VIH d'âge moyen de 39 ans ont été incluses. Le CIS-ratio était de 0,5 et 43,4% connaissant leur séropositivité depuis 1 à 4 ans. Au cours des 12 derniers mois, les expériences de stigmatisation rapportées par les PV-VIH de la part du personnel de soins étaient les commérages, 13%, la divulgation du statut sans le consentement, 10%, ou le refus de tout contact physique, 2,6%. En matière de santé reproductive, il avait été conseillé à 2,1% des enquêtés de ne pas devenir père ou mère et 1,4% avaient vu leur accès aux antirétroviraux conditionnés par l'utilisation d'une méthode contraceptive. Par ailleurs, parmi ceux qui étaient sous ARV, 28,4% avaient manqué une fois leur dose de traitement au cours des 12 derniers mois, par crainte qu'une personne apprenne leur séropositivité. Enfin, 39,5% des enquêtés qui n'étaient pas sous ARV avaient la crainte que les travailleurs de santé les traitent mal ou révèlent leur séropositivité sans leur consentement. Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires digitalisés de la version 2.0 de l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. La page internationale à présent. Retrouvé mort le 13 juillet dernier à Kinshasa, l'opposant Chérubin Okindé n'était inhumé qu'hier, soit 8 mois après sa disparition. Il a fallu attendre les conclusions de l'enquête. Celle du parquet a conclu en suicide, une thèse rejetée par l'opposition et ses proches. Suivons plutôt. Les membres de la famille ne peuvent retenir leur détresse. Des proches accablés, et sans doute beaucoup plus, scandalisés par la mort de Chérubin Okindé. Lors de cette cérémonie d'hommage dans la commune de Kassavubu, les mots prononcés lors de l'oraison funèbre écartent toute confusion sur les causes du décès. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire. Parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chérubin a été tué de manière la plus sauvage. Chérubin Okindé a été retrouvé mort, le corps ensanglanté, le 13 juillet dernier dans sa voiture. Selon le parquet et après enquête, l'homme s'est suicidé. Son parti et sa famille avancent la thèse de l'assassinat. Aujourd'hui, les amis politiques étaient là, Moïse Katumbi en tête, le président du parti Ensemble pour la République. Les officiels congolais du régime, eux, sont absents, l'hommage n'est pas officiel, et surtout, ils sont considérés comme indésirables et critiqués ouvertement.
Un peu plus tard, la foule se presse en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. Dans les rangs, les jeunes des mouvements citoyens tiennent des pancartes. Crime d'État, justice pour Okende. Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, prend lui-même la parole. Il accuse. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture? Ces mots résonnent et iront à coup sûr bien au-delà des murs de l'église. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Le cardinal bénit le défunt, Chérubin Okende, député national. Après les prières et le recueillement, l'opposition, la famille et leurs avocats promettent d'obtenir des comptes. Par ailleurs, la RDC refuse de célébrer la journée internationale de la francophonie. Le gouvernement congolais reproche à l'Organisation internationale de la francophonie de ne pas le soutenir face au M23. L'annonce n'était pas totalement imprévisible, mais à l'heure de célébrer la francophonie, elle fait tache sur le carton d'invitation à la fête. La République démocratique du Congo, plus grand bassin francophone, n'en sera pas. Explication du ministre congolais des Affaires étrangères. Aujourd'hui, l'agression rwandaise est incontestable, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau des pays, même des pays membres de la francophonie. Et que constatons-nous? La francophonie institutionnelle, l'OIF, est silencieuse, indifférente, comme si de rien n'était. Alors que nous avons des valeurs communes, dont l'OIF a la charge d'assurer la promotion et le rayonnement. Est-ce que c'est normal que nous puissions nous célébrer? Célébrer, je le répète, c'est fêter. Et voilà pourquoi on a dit on ne célèbre pas. Une position trop molle selon certaines organisations de la société civile qui auraient préféré voir Kinshasa organiser un deuil symbolique en cette journée dédiée à la francophonie. Plus d'hypocrisie. Je crois que le gouvernement commence à comprendre petit à petit, même si il y va avec tact. C'est aussi une manière de faire pression à la fameuse francophonie qui n'a rien à voir avec la solidarité qu'elle prône. De leur côté, les autorités congolaises assurent ne pas envisager jusqu'au retrait de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un élément, je peux dire, de chantage, une carte de coup de pression, mais est-ce que c'est un choix assumé de retrait? Ça, ce sera, de mon point de vue, une décision plus lourde politiquement à ce stade, mais ça peut être un coup tactique pour pousser le sommet à prendre une position ferme vis-à-vis du Rwanda et à exiger cette solidarité qu'on devrait en principe bénéficier de cette organisation-là. Sur RFI, la porte-parole de l'OIF rappelle que la Journée internationale de la francophonie n'est pas une célébration d'ordre politique, mais une célébration citoyenne. Et que la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo, a communiqué plusieurs fois pour encourager la voie du dialogue. L'Ukraine a été visée par des bombardements russes ce jeudi, première attaque d'ampleur contre la capitale Kiev depuis le début février. Le président ukrainien, suite à cet événement, a appelé les Occidentaux à fournir davantage de soutien à l'Ukraine pour contrer la Russie. Quelques heures après les attaques russes, les pompiers sont toujours à l'œuvre. Selon l'armée ukrainienne, tous les missiles ont été abattus par leur système de défense aérien, mais leurs débris ont causé de nombreux dégâts. Sur place, les habitants tentent de se remettre du choc causé par ces frappes à 5 h du matin. Lorsque ça s'est produit, on était en train de dormir. On a entendu un sifflement. Ça m'a réveillée, puis j'ai entendu une explosion. Il y a eu un flash lumineux. J'ai commencé à paniquer, à devenir hystérique. Des appartements parfois ravagés. Certains habitants, comme ce septuagénaire, ont vu toute une vie détruite en quelques secondes. Ma femme est décédée il y a 6 mois. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir tout ce désastre, toutes ces destructions. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Que peut-on faire? Il faut que la vie continue, c'est tout. Très vite après l'attaque, Volodymyr Zelensky a réagi. Il appelle les Occidentaux à aider davantage l'Ukraine.
Il est possible de mettre un terme à cette terreur grâce à l'unité mondiale. Les terroristes russes ne disposent pas de missiles capables de contourner le système anti-aérien Patriot et d'autres systèmes mondiaux de premier plan. Cette protection est désormais nécessaire en Ukraine, si nos partenaires font preuve d'une volonté politique suffisante. Cette attaque à Kiev est voulue comme une vengeance après plusieurs bombardements ukrainiens meurtriers en territoire russe. Depuis quelques jours, l'Ukraine a multiplié les frappes et les incursions armées dans des régions russes frontalières. Dans sa guerre contre le Hamas, le principal fournisseur d'Israël est Washington. 92% de ses armes viennent des États-Unis. Pourtant, le président américain n'a cessé de dénoncer les attaques sur Gaza. Plus de précisions dans ce reportage. Israël est avec l'Iran l'un des plus gros fabricants d'armes du Proche et Moyen-Orient. Des fusils d'assaut, des chars comme le performant Merkava 4, des missiles, des drones, une production qui s'exporte vers des pays comme l'Inde, l'Azerbaïdjan ou les Philippines. Mais l'industrie militaire israélienne ne produit pas, par exemple, les chasseurs, les Boeing F-15, F-16, les hélicoptères, Cobra et Apache sont tous américains. Washington fournit également en grand nombre les missiles et les pièces d'artillerie. Durant ces dernières années, l'allié américain, indéfectible depuis 50 ans, a été largement le principal contributeur pour la défense israélienne, loin devant l'Allemagne et l'Italie. La chef du gouvernement italien fait partie des premiers dirigeants à effectuer le déplacement vers Tel Aviv après les attaques du 7 octobre. Mais depuis, Rome a annoncé la suspension des livraisons d'armes vers Israël. En raison de la situation à Gaza, d'autres pays, outre le Canada, ont annoncé d'une manière plus ou moins explicite la suspension de la vente à Israël de matériel militaire comme le Japon, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Il y a quelques semaines, le patron de la diplomatie européenne avait fait entendre sa colère. Si vous pensez que trop de gens se font tuer, peut-être devriez-vous fournir moins d'armes pour empêcher que tant de gens soient tués. N'est-ce pas logique ? Une question posée au chef de l'exécutif américain qui pourtant n'a de cesse de dénoncer les bombardements sur Gaza. Protéger et sauver des vies innocentes doit être une priorité. Même les États-Unis semblent aujourd'hui marquer le pas dans ce soutien à Tel Aviv. Les élus, de plus en plus nombreux à être touchés par le désastre humanitaire dans la bande de Gaza, n'arrivent pas à s'entendre sur le vote d'une autre forme d'aide, une enveloppe de 14 milliards de dollars. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.